Bien, pour le cours des genres narratifs dédié aux étudiants de la filière des études d'Amazigh, je rappelle que la présentation d'aujourd'hui s'intéresse uniquement à des grandes lignes, aux grands axes du cours. Pour plus d'informations, pour des détails, veuillez bien consulter le cours mis en ligne sur le site de la faculté des lettres et des sciences humaines CEISFES. Je disais bien que ce cours de genre narratif est focalisé sur les contes Amazigh, car ces derniers jouent un rôle primordial et permettent de transmettre les valeurs humaines et garantir la cohésion entre les membres de la communauté. Il est également très important de rappeler tout d'abord que la littérature amazigh traditionnelle est essentiellement orale. Ça veut dire qu'il mérite un traitement bien particulier. En effet, la spécificité du texte de littérature orale relève du fait que le texte n'est pas seul. Il est indissociable des éléments relevant de la situation d'énonciation et de la façon de le dire. Car en dehors de la performance, le texte de littérature orale n'a pas d'existence concrète. La performance est un acte éminemment social. Dans le domaine des études amazigh, l'intérêt est focalisé essentiellement sur la langue pour des raisons historiques évidentes. Les études consacrées à la littérature amazigh sont rares et relativement récentes. Quand des textes littéraires sont évoqués, ce n'est pas pour leur valeur littéraire et esthétique, mais pour servir de support à d'autres disciplines, notamment la linguistique, la sociologie, l'anthropologie et d'autres disciplines. En effet, comparé à la langue, l'intérêt accordé à la littérature est de moindre envergure. Peu d'ouvrages et monographies sont consacrés exclusivement à la littérature. Les textes littéraires, les fragments de corpus poétique ou de prose, particulièrement le cas de l'amazigh, les contes, sont souvent adjoints en annexe en guise d'illustration de phénomènes de langue présentés dans ces ouvrages. Donc, pour étudier les genres narratifs, les contes amazigh oraux, il est très important de niveler par le bas, de commencer par constituer des corpus oraux, les transcrire, les sauvegarder et les numériser afin qu'ils soient réutilisables et mutualisables. Cette étape de collecte des contes amazigh oraux est un préalable pour pouvoir les étudier correctement. En effet, la constitution des corpus de contes oraux doit être assortie, suivie d'une analyse basée sur une approche utilisant des outils et des techniques appropriées. L'étude doit être inscrite dans un cadre théorique qui prend en compte la spécificité de l'oralité des contes amazigh. À ce niveau, les apports de la narratologie sont d'une grande importance. Donc, pour adosser le travail qui sera fait pour les genres narratifs à un cadre théorique, nous allons rappeler quelques principes fondamentaux. En effet, la narratologie est la discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes littéraires ou d'autres formes de récits. Pour bien cerner l'apport de la narratologie, il importe de saisir la distinction entre des entités fondamentales, l'histoire, le récit et la narration. Alors l'histoire se définit comme l'ensemble des événements faits par des personnages dans un lieu et temps bien déterminé, ou bien ce qu'on appelle un cadre spatio-temporel. Le récit, c'est le discours oral ou écrit qui raconte les événements accomplis par les personnages dans un cadre spatio-temporel. La narration, c'est l'acte qui produit ce discours, c'est-à-dire le fait même de raconter ou bien de narrer. Parmi les autres éléments pris en charge par les études narratologiques, on parle de ce qu'on appelle le temps narratif. Il est très important de toujours bien distinguer ce qui relève au nom de la narratologie, c'est-à-dire le temps de l'univers représenté et les temps du discours. C'est deux choses différentes. La narratologie peut analyser le temps du récit. Il existe plusieurs. D'après la narratologie, on peut distinguer dans l'étude du temps, la durée, l'ordre et la fréquence.
Alors, je vais simplement donner les grandes lignes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document mis en ligne. Alors, pour l'ordre en général d'un récit, c'est l'ordre des événements, des faits. Il peut y avoir ce qu'on appelle rétrospection, anticipation, il peut y avoir aussi un ordre linéaire, ou bien ce qu'on appelle l'anachronisme, des anachronies. Ça veut dire des va-et-vient entre tous ces moments-là de la narration. Alors, s'il vous plaît, tous les mots qui sont mis en gras sont bien explicités dans le cours mis en ligne. Pour la durée, quant à elle, c'est le temps que durent les faits, le rythme de la narration. La fréquence, nous avons parlé de l'ordre, la durée, la fréquence, c'est le nombre de fois qu'un événement s'est passé. On va les revoir après en détail, après avoir souligné les notions suivantes. Il y a ce qu'on appelle comme technique narrative l'ellipse. Certains événements de la narration sont passés sous silence et à ce moment on utilise une ellipse temporelle pour que le lecteur puisse se situer dans le texte, dans le conte. Par exemple, on peut dire le jour J arriva. Alors, quand on dit le jour J, ça veut dire qu'on suppose que les jours précédents n'ont pas été narrés. Il s'agit là d'une ellipse temporelle. Le sommaire également est une technique utilisée dans la narratologie. C'est quand on résume en quelques lignes, quelques mots, des événements de longue durée. Le récit, dans ce cas, va plus vite que l'histoire. Un troisième cas, c'est la scène, c'est-à-dire le temps de la narration est égal au temps du récit. On raconte les événements tels qu'ils se sont passés. Pour la pause, c'est une technique qui permet au récit d'avancer, mais l'histoire est suspendue. On nommait une période de l'histoire, c'est par exemple le cas de la description. Les personnages arrêtent d'accomplir des événements ou bien des actions et le narrateur focalise son attention sur un décor, sur un personnage, sur un lieu, sur un paysage et il les décrit sous forme de pause pour la narration. Alors pour la fréquence narrative, c'est-à-dire la relation entre le nombre d'occurrences d'un événement dans l'histoire et le nombre de fois qu'il se trouve mentionné dans le récit, c'est-à-dire entre ses capacités de répétition des événements narrés de l'histoire et des énoncés narratifs, c'est-à-dire le récit. Et s'établit un système de relations de fréquence. Ces possibilités conduisent donc à des types de relations de fréquence qui se schématisent par la suite en trois catégories. Il y a ce qu'on appelle le mode singulatif. Dans la narration, on raconte une fois ce qui s'est passé une fois. On raconte deux fois ce qui s'est passé deux fois. Ou bien on raconte n fois ce qui s'est passé n fois. C'est le mode singulatif. Pour le mode répétitif, on raconte plus d'une fois ce qui s'est passé une fois. Le mode itératif, au contraire, on raconte une fois ce qui s'est passé plusieurs fois. Ce sont des nuances très très fines qu'il faudrait prendre en compte pour analyser les textes narratifs. Alors, parmi les autres constituants qui font partie de l'analyse des textes narratifs, il y a les personnages. Et en narratologie, on nomme le destinateur narrateur. Par définition, celui qui émet le message. Et le destinataire, c'est un narrateur. Celui à qui s'adresse le discours énoncé. Le narrateur n'a pas plus une existence réelle que le narrateur. Il n'existe que sous la forme textuelle ou bien que sous la forme de la narration quand il s'agit d'un texte oral. Il s'agit également de distinguer que pour l'étude des personnages, il y a deux types de rôles fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle les rôles thématiques qui désignent l'acteur ou bien le personnage qui est porteur de sens, qui véhicule un sens, notamment au niveau figuratif, au niveau symbolique. Il renvoie généralement à des catégories psychologiques, sociales, etc., qui permettent d'identifier le personnage sur les plans du contenu. Il s'agit là d'un rôle purement symbolique d'un personnage qui peut être un personnage type qui incarne des valeurs, des sentiments, des principes, des états psychologiques, des états sociaux, etc. Le deuxième type de rôle, c'est ce qu'on appelle le rôle actentiel.
Alors, pour les personnages ou bien pour les acteurs qui assument ce rôle, ils ont une fonction principale de faire fonctionner le récit et de faire progresser l'histoire. Et toujours, pour l'étude de personnages, la narratologie propose une analyse qui doit être réalisée par une classification, une identification du personnage. C'est une analyse du réseau relationnel et enfin ce qu'on appelle des schémas des actions que nous allons voir par la suite. La classification des personnages permet de distinguer la hiérarchie des personnages, c'est-à-dire les plus importants, les moins importants, c'est-à-dire les personnages secondaires, les personnages principaux, et il y a ce qu'on appelle les comparses. Alors cet inventaire, il permet de déterminer le ou les personnages principaux, les personnages secondaires et les comparses, ou bien les figurants qui ne peuvent jouer qu'un rôle actentiel. Alors pour les fonctions narratives, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, jusqu'à présent, les études d'Amazigh sont à un état embryonnaire. Ça veut dire que pour les textes littéraires, il s'agit tout simplement de former des corpus, mais pour la théorie, on est obligé de voir un peu ce qui se passe dans d'autres cadres théoriques. Et pour le cas des contes amazigh, qui sont oraux, il est très important de se référer à un auteur russe qui s'appelle Vladimir Prop, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle également intitulé Morphologie du conte, dans lequel il a étudié des contes populaires et il a essayé de dégager la structure et le schéma du conte. Donc, afin de déterminer sa typologie de structure narrative, Vladimir Prop, dans son livre Morphologie du conte, étudie plus d'1 millier de contes russes traditionnels en en retranchant tout ce qu'il juge secondaire. C'est-à-dire, il a passé ce silence, le temps, l'ambiance, les détails décoratifs, les récits parasites, pour n'en garder que les unités narratives de base qu'il appelle les fonctions. Alors, voici une petite définition proposée par Vladimir Prop de fonction. Par fonction, nous entendons l'action d'un personnage défini du point de vue de sa signification dans le déroulement de l'intrigue. Désormais, nous allons parler, en étudiant les contes, de ce qu'on appelle la fonction. Et cette fonction, ça veut dire l'action du point de vue de la signification qu'il a dans le déroulement de l'intrigue, c'est-à-dire dans le développement de l'histoire ou bien de l'action. Alors, à la suite d'une analyse, Vladimir Prop arrive à la conclusion qu'il y a 31 fonctions, c'est-à-dire 31 fonctions qui couvrent tous les contes traditionnels russes, que celles-ci couvrent tout l'éventail des actions significatives à l'intérieur des contes. Et ne sont pas toutes présentes dans tous les récits. On n'est pas obligé, chaque fois qu'on prend un conte traditionnel, de repérer les 31 fonctions. On peut trouver par exemple la fonction 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 8e, la 9e, non. On peut trouver la 14e, la 15e, et je dis comme ça par hasard, la 31e. Donc, dans chaque conte, on peut trouver un nombre réduit de fonctions, mais qui ne dépasse jamais les 31 précisées par Vladimir Prop. Alors, après les travaux faits par Vladimir Prop, il y a d'autres spécialistes qui ont travaillé sur les contes, notamment Grimas, et qui vont étudier ces 31 fonctions. Donc, c'est les 31 fonctions que je viens de citer maintenant. Je ne vais pas les passer en revue parce que ça va prendre énormément de temps. Elles sont explicitées, elles sont données en détail dans le cours mis en ligne. Alors, les 31 fonctions définies par Vladimir Prop dans son livre Morphologie du conte sont regroupées en ce qu'on appelle des sphères d'action. C'est pour faciliter la tâche aux analystes, ils sont regroupés en ce qu'on appelle des sphères d'action. Et ces sphères d'action sont regroupées autour de personnages qui les accomplissent. Donc, en fonction du rôle des personnages, en fonction de la fonction qu'il accomplit, on peut le regrouper dans telle ou telle fonction que nous allons voir, dans telle ou telle sphère. Alors, pour faire simple, et pour schématiser le travail proposé par Vladimir Prop, à savoir les 31 fonctions, Grimas construit un schéma actentiel
de 6 atouts fondamentaux. Il l'a réduit de façon spectaculaire, très intéressante, et qui permet de voir clair et d'analyser un conte sans passer par toutes les fonctions données par Vladimir Prop. Alors, le premier schéma s'appelle le schéma actantiel. Actantiel, ça veut dire les actants qui participent à l'action et qui contribuent au développement de l'histoire. Mais à ce niveau, ce schéma va mettre en valeur la combinaison entre les rôles thématiques et les rôles actantiels, c'est-à-dire les rôles symboliques et les rôles qui permettent de faire progresser l'histoire. Donc le schéma, comme vous le voyez, contient dans la première partie le destinateur, ou bien l'émetteur, ou bien ce que Prop appelle le narrateur. Alors ce narrateur, on voit un objet, il a un objectif pour un autre personnage qui doit recevoir le message, qui s'appelle le récepteur, ou bien le destinataire, ou bien pour parler des termes de la narratologie, c'est ce qu'on appelle le narrateur. Donc destinateur, ça veut dire narrateur, destinataire, ça veut dire narrateur, celui qui reçoit. Alors, donc, l'objet de la quête, cet objet-là, émis par l'émetteur pour le récepteur, il doit faire l'objet d'une quête, d'une recherche. Il faut aller à sa recherche. Celui qui doit aller à sa recherche s'appelle un sujet. C'est généralement le héros, c'est-à-dire le personnage qui va jouer le rôle principal, qui aura la fonction déterminante. Alors ce sujet, quand il va à la quête de l'objet émis par le destinateur pour le destinataire, sur son chemin, il va rencontrer deux types de personnages. Il va rencontrer les adjuvants et les opposants. Les adjuvants, bien sûr, ce sont ceux qui vont l'aider à accomplir sa tâche, qui vont lui faciliter la tâche. Par contre, les opposants, bien sûr, ce sont les adversaires. Ce sont tous les personnages qui vont essayer d'entraver l'action, d'empêcher le héros d'accomplir sa mission, qui est la quête pour l'objet, qui est la convoitise du destinataire, ça veut dire le narrateur, qui est mis en action ou bien émis par le narrateur, ça veut dire le destinateur. Alors, après ce schéma actantiel qui permet de mettre l'accent ou bien de focaliser l'attention sur la fonction symbolique des personnages et le rôle de chaque personnage dans la progression de l'intrigue ou bien de l'action, soit les rôles thématiques ou bien les rôles actantiels, il y a un autre schéma proposé par Grimas à la suite des travaux faits dans le domaine de la narratologie, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Le schéma narratif a une autre fonction, à savoir de tracer les grandes étapes par lesquelles passe un récit dans son accomplissement, c'est-à-dire les grandes étapes d'une histoire depuis les débuts jusqu'à la fin. Donc on peut établir trois grandes parties du conte. Il y a la situation initiale, la situation intermédiaire ou bien le développement, et enfin la situation finale. Pour la situation initiale, généralement, c'est une présentation, c'est les circonstances, le temps, le lieu, le cadre spatio-temporel, comme on vient de dire, la situation avant le manque, avant la perturbation, et on présente aussi le héros dans un état d'équilibre où il n'y a pas de problème qui va être déclenché par un manque. Donc la situation intermédiaire ou bien le développement, c'est généralement celle qui vient après la perturbation de l'équilibre de l'état de la situation initiale. Et généralement, cette situation engendre des péripéties qui sont l'élaboration d'un ou plusieurs obstacles, les épreuves, les interventions d'alliés, les auxiliaires, les héros, toutes les actions qui seront menées par le personnage principal qui va à la poursuite d'un objet, à la quête de quelque chose pour satisfaire un personnage, ou bien en général toutes les fonctions qui sont répertoriées par Vladimir Prop dans les 31 fonctions dans sa morphologie du conte. Alors, après toutes ces histoires-là, après toutes ces péripéties, après tous ces événements, en général, les contes oraux, comme les contes traditionnels étudiés par Vladimir Prop, débouchent sur la situation finale.
Et en général, c'est une relation entre la fin et le manque du début. Le manque généralement est comblé. La mission est réussie. La tâche est accomplie. Et il y a, dans la majorité des cas, la victoire du héros, la récompense, la célébration, la réussite, la fin heureuse. Parce que, comme vous savez, tous les contes du monde peuvent être basés sur deux fonctions principales. La première fonction, c'est le divertissement, et la deuxième, c'est la leçon de morale qui est véhiculée, c'est les valeurs qui sont transmises à travers les contes. Donc généralement, dans tous les contes populaires, le méchant est puni et les bons récompensés. Les bonnes actions gagnent toujours. Par contre, les mauvaises actions sont bannies pour que la société prennent conscience de ces situations et transmettent les valeurs correctes à leurs descendants. Alors ce schéma peut être représenté de la façon suivante. Bon, après la présentation de l'histoire, nous avons la situation initiale dans laquelle on peut poser les questions suivantes. Qui, quoi, où, quand, c'est-à-dire les ingrédients pour la présentation d'une histoire, les personnages, le lieu, le temps, le cadre spatio-temporel, comme on a dit, etc. Et après, généralement, dans cette situation d'équilibre, il y a un élément déclencheur, perturbateur, qui vient briser ce silence, qui vient déséquilibrer la situation. Et à ce niveau, on peut poser les questions suivantes pour vérifier à quel stade de la narration nous sommes. On peut dire, qu'arrive-t-il? Qui est menacé? Où a lieu la menace? Que doit-on faire pour résoudre le problème? Etc., etc. Donc toutes ces questions auront des réponses sous forme d'action des personnages qui vont à la quête d'un objet ou bien qui vont repérer un remède, un objet magique pour combler un vide, pour remédier à une situation problème. C'est ce qu'on appelle les péripéties. Et on pose la question, quelle action fait-on pour se mettre à l'abri de la menace? Quels sont les résultats de cette action? Quels sont les opposants? C'est-à-dire ceux qui vont entraver l'action de héros à la recherche de l'objet, de convoitise. Quels sont les opposants? C'est-à-dire ceux qui vont aider le héros dans l'accomplissement de sa tâche. Et après, généralement, comme déjà dit précédemment, la situation finale vient pour montrer comment le personnage principal s'en sort-il, pour montrer ses sentiments, et enfin pour donner la leçon de morale qui est de faire passer toujours un message très positif, de faire passer les valeurs humaines et de faire valoir tout ce qui est très positif dans la vie par rapport à ce qui est négatif, c'est-à-dire là on va mettre l'accent ou bien on va focaliser l'attention sur le rôle très important, le rôle éducatif, le rôle instructif du conte amazigh, comme tous les contes de toutes les cultures, dans toutes les langues, parce que ces valeurs sont universelles, ces sentiments sont universels, ces actions, pour les accomplir, doivent aller toujours dans le sens positif, et pour les étudier correctement, on doit bien sûr nous baser sur des techniques, sur des méthodes qui sont déjà citées dans le document mis en ligne sur le site de la fac. Et je vous remercie.